Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 23 septembre 2022, donc la fin d'une semaine très chargée, d'une semaine qui était dominée par les banquiers centraux. C'était le balai des banques centrales cette semaine, notamment hier, mais le plus important c'était mercredi avec la Réserve fédérale américaine. Le FOMC a annoncé une hausse des taux de 75 points de base en ligne avec les attentes du marché. Mais malheureusement, les nouvelles projections du FOMC ont montré des révisions à la baisse des prévisions de croissance du PIB et des révisions à la hausse des prévisions d'inflation et de chômage. On a pris connaissance également du nouveau graphique, le dot plot, le graphique en point du FOMC, qui nous permet de voir un peu les anticipations des différents décideurs de la Fed lors des prochains mois. Et selon ce nouveau graphique en dot plot, le taux, on devrait donc atteindre un taux à 4,4% à la fin de 2022 contre 3,4% dans les prévisions de juin. Et le taux terminal est toujours prévu en 2023, mais à 4,6%. Et donc, c'est un peu surpris Wall Street. Cette évolution des taux, ces anticipations, projections des banquiers centraux en matière d'évolution des taux a surpris Wall Street parce que les 2/3 des membres de la Réserve fédérale américaine voient le taux directeur monter au-dessus de 4,5% l'an prochain, alors que les opérateurs voyaient jusqu'ici les taux rester sous ce seuil-là. De plus, la possibilité d'une baisse de taux avant 2024 a été complètement écartée alors que les investisseurs tablaient, eux, sur une détente durant le second semestre 2023. Donc c'est un peu une déception, d'où la réaction des marchés, même si on n'a pas eu 100 points de base. Et c'était pas fini d'un point de vue des décisions de banque centrale, parce que jeudi, ça a été un vrai balai de banquiers centraux avec la BOJ, la North Bank, la BOE, la BNS, la CBRT. On va faire un peu le point là, par rapport à ces décisions de banque centrale, même si le plus important c'était la Réserve fédérale américaine. C'est ce qui a le plus impacté les marchés et tous les marchés dans leur ensemble. Alors concernant la Banque du Japon, elle a décidé de ne pas modifier sa politique monétaire. Elle a indiqué qu'elle resterait encore accommodante pendant un certain temps. Alors le yen s'est affaibli après cette décision, mais un peu plus tard, il a été rapporté qu'il y a eu une intervention monétaire de la part de la BOJ, et c'était la première fois que la BOJ intervenait sur le marché des changes depuis 1998. Donc il y a eu une grosse réaction de l'USDN, d'ailleurs on peut le voir ici, nous avons l'USDN en données à H4, ça c'est la réaction suite à l'intervention sur le marché des changes de la Banque du Japon, de la BOJ. Ensuite, on a pris connaissance de la décision de la BNS, la Banque nationale suisse, qui a fait part de sa hausse de taux de 75 points de base. Alors, c'était toujours dans les attentes des analystes, pointait même vers 100 points de base. Alors, le franc s'est donc affaibli après cette décision. On notera tout de même que les prévisions d'inflation suggèrent de nouvelles hausses. Donc voilà pour la BNS. Ensuite, on a eu la BOE qui a relevé ses taux de 50 points de base, conformément au consensus, même si on avait des petites chances d'une hausse de 75 points de base. Donc on a été un peu plus soft concernant la BNS et la BOE par rapport aux attentes. Les membres de la BOE ont été largement divergents dans leurs décisions, et la BOE a indiqué qu'elle prévoyait une récession technique dès le troisième trimestre. La livre s'est donc un peu affaiblie hier. Ensuite, en Turquie, la CBRT a étonné en réduisant ses taux d'intérêt de 100 points de base à 12%, ce qui a affaibli considérablement la lire turque. Donc voilà un résumé rapide de quelques décisions de banque centrale dont nous avons pris connaissance hier. Donc les indices de Wall Street ont tenté de compenser, d'effacer les fortes baisses de la veille, mais il y a tout de même une forte hausse des rendements, ce qui pousse Wall Street à aller chercher des plus bas mensuels. Donc on est vraiment sur des supports très importants, on est sur le fil du rasoir, on va le voir, de toute façon on voit assez simplement qu'on est vraiment sur un support qu'on est même en train de casser à l'heure actuelle. On va le voir sur les indices à Wall Street, pendant que les crypto-monnaies parviennent à se redresser. On va en parler, mais d'abord un petit point sur le marché des matières premières, notamment sur le gaz naturel. On a eu une baisse considérable des cours parce qu'on a pris connaissance des stocks de l'EIA. Donc il y a eu une constitution des stocks à hauteur de 3 chiffres. Donc c'est assez conséquent, c'était assez inattendu. Donc hausse des stocks aux États-Unis équivaut à baisse des cours du gaz naturel, parce que nous cotons chez XTB, je vous le rappelle, le gaz naturel américain.
Alors, bon, alors les baisses du dollar hein, et de Wall Street ont été soutenues également par d'autres données concernant notamment le marché du travail, avec des demandes d'inscription hebdomadaires au chômage qui ont légèrement augmenté, mais la tendance générale reste à la baisse. Donc voilà pour le point global. Bon, un point également sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, on a eu cette annonce, ce discours de Vladimir Poutine mercredi matin, indiquant donc cette mobilisation partielle. Alors, cette mobilisation partielle, je pense qu'on vous l'avez vu un petit peu dans les médias, ce que ça signifie. Mais pour les marchés, ce que ça signifie, c'est qu'on est bien loin de la fin de ce conflit. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché des actions avec les indices boursiers. Nous allons voir à quel point la situation est grave. Hein. Vous voyez, bon, pour le DAX, on a encore une légère marge de manœuvre avant d'aller chercher les 12 435 points. C'est ce niveau qui pourrait donc annoncer une baisse plus conséquente. En plus, si vous voyez, on a beaucoup parlé de cette figure chartiste, de ce broadening pattern qui indique une perte de contrôle de marché. Pour le moment, ça se confirme. Je vous rappelle pour ceux qui ne suivaient pas les Good Morning Market à l'époque du début de la pandémie, la dernière fois qu'on a vu ce genre de figure, un broadening pattern, un biseau d'élargissement, c'était lors de l'apparition du Covid-19. Et vous voyez ici, on a cassé la borne inférieure de ce biseau d'élargissement le 25 février. S'en est suivi une perte de contrôle du marché. Donc, ça se déroule un peu plus doucement, on va dire, depuis la cassure de ce broadening pattern, de ce biseau d'élargissement, mais on y est quasiment. Hein. Si on venait à casser ce support-là, on pourrait aller chercher assez rapidement ce prochain creux ici, le creux d'octobre 2020 aux alentours des 11 350 points. Donc, prudence ici sur le DAX. En plus, si on faisait abstraction de cette figure en biseau d'élargissement, on a peut-être un pseudo triangle descendant. Vous voyez la borne supérieure, la borne inférieure est à l'horizontale, donc raison de plus pour penser que si on venait à casser ce niveau de support, la baisse pourrait s'approfondir, on pourrait aller se rapprocher du seuil psychologique des 11 000 points. Donc prudence et mère de sûreté concernant le DAX, et on le verra, ça se confirme à Wall Street. En H4, ça ne nous donne pas plus d'informations. On voit ici le Nasdaq également sur un important support, les 11 500 points, en train de casser même cet important support hein, que l'on peut constater à ce niveau-là. Et s'il venait à le casser, ce serait pour se rapprocher du seuil psychologique des 11 000 points, donc 11 085 points. S&P 500, même topo, on est sur un gros support ici. C'est le dernier rempart avant le creux de la mi-juin. Ici, en données H4, hein, cela vient se confirmer, on comprend l'importance de ce support. Vous voyez, il y a eu différents tests de ce support. C'est un support qui a bien tenu, qui tient bien, généralement. Mais si on venait à le casser, hein, on pourrait avoir une accélération baissière en direction du prochain support aux alentours des 3650 points. Le Dow Jones, hein, c'est pareil, dernier rempart avant un support. On peut voir que c'est un gros support encore une fois. Vous voyez ce test et ça a permis un retournement à ce niveau-là. Et si je ne me trompe pas, c'était à la mi-juillet. Donc voilà, on a la mi-juillet, on a le creux de mi-juin. Donc ici, on est sur le creux de mi-juillet. Si on le casse, on va chercher le creux de mi-juin. En données H4, on voit ici ce creux de mi-juillet. C'est là que nous avons, voilà, donc je reviens, c'est là que nous avons rebondi pour sortir de la figure chartiste et aller marquer ce sommet avant de dessiner une figure en épaule-tête-épaule qui nous a indiqué un renversement de tendance. On est parti chercher l'objectif théorique. Tentative de rebond stoppée par le retracement de Fibonacci à 50%. Et ensuite, on s'est écroulé à nouveau sous l'objectif théorique pour poursuivre le repli suite à la décision de la Banque centrale. Donc voilà pour faire un rapide récap de la situation technique sur les indices boursiers. On passe à présent sur les crypto-monnaies, des crypto-monnaies qui sont en train de tenter de se relever. Hein. La situation est toujours critique, on peut le constater en données hebdomadaires, en données journalières. On a marqué un creux ici. Donc c'est un creux de plusieurs mois aux alentours des 18 000 $. Alors on se redresse. Bon, faut savoir que tant qu'on n'est pas au-dessus de ce psychologique des 20 000 $, on est toujours face au risque de voir les vendeurs reprendre le contrôle pour aller chercher éventuellement les 17 550 $. Et si on casse les 17 750 $,
Alors là, effectivement, c'est le drame. Le repli devrait s'approfondir. Et ce qui fait peur à l'heure actuelle, c'est qu'en données H4, on s'attaque à une résistance, le nuage Ishimoku. Alors certes, on a réussi à se redresser. Hein, vous voyez, on est allé chercher 18 000 $. Ça, c'est la décision de la réserve fédérale américaine. On marque un creux. Comme d'habitude, par la suite, lorsqu'on marque un creux, les acheteurs, les opportunistes font leur apparition à ce niveau-là. On a la formation d'une longue mèche inférieure et là, on atteint le nuage. Plus largement, on se rapproche des 20 000 $, donc ce sera de plus en plus compliqué, mais déjà, il faut l'intégrer, ce nuage. Ether. La configuration est similaire, hein. Souvenez-vous, on avait une figure en épaule, tête-épaule ici, on s'est replié, décision de banque centrale, c'est cette bougie rouge, et le lendemain, les acheteurs refont leur apparition, on a tout de même réussi à marquer un creux de plusieurs mois, on est à des niveaux, on était à des niveaux que l'on n'avait pas revisités depuis la première moitié du mois de juillet. En données H4, on n'est pas face au nuage hein, pour l'Ether. On en est encore bien loin, mais ce sera le même topo que pour le Bitcoin. Et là, c'est encore plus flagrant parce que, en plus d'avoir une résistance ici, notre nuage Ishimoku en données H4, nous avons la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes qui viendra le renforcer. En données H1, c'est plutôt encourageant, hein, peut-être un signal très prochainement, ici validé par la Ginspan. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui a réussi à retrouver des couleurs grâce à la baisse temporaire, hein, donc attention du biais vert, donc on est vraiment sur la ligne de coup. Ici c'est en hebdo, hein, ce sont, chaque bougie équivaut à une semaine, hein, ce sont des données hebdomadaires, on est en train de s'attaquer à la ligne de coup. On l'a déjà pas mal entamé cette ligne de coup, hein, ce qui me fait dire qu'effectivement on peut estimer qu'on a déjà une cassure, mais on ne sait jamais si le dollar venait à se replier davantage pour avoir un rebond plus conséquent du gold, ce qui nous permettrait de se hisser au-dessus de ce psychologique des 1700 $ l'once. Maintenant, je fais très attention pour ne pas dire dollar le baril. Donc, prudence. Ici, vous voyez, tant qu'on ne réintègre pas les 1700 $ l'once, on n'est pas sorti d'auberge. On a même cassé, c'est peut-être simplement un petit pullback avant de se replier davantage. Et les différents objectifs, on les a, hein, ils sont vraiment visuels. On a les 1600 $ l'once aux alentours donc des 1593, ce niveau-là. On a par la suite ce creux aux alentours des 1460, hein, tout de même. C'est un important niveau et on a l'objectif théorique à 1300 $ l'once. Donc à suivre pour le gold. Le pétrole WTI, lui, continue d'osciller entre hausse et baisse. Hein, vous voyez, on a eu une baisse mercredi, hausse jeudi, début de séance en baisse, donc toujours de l'incertitude. On est aux alentours d'un plus bas pratiquement de 2022. Hein, on y est presque. Ce n'est pas le plus bas de 2022, mais si on venait à chercher le plus bas de 2022, on serait aux alentours des 75 $. Mais on y est presque tout de même. On est aux alentours des 83 $ le baril. Pas de direction claire pour le pétrole WTI. Pour le moment, c'est baissier. Hein. Pas de retournement de tendance plutôt. Vous voyez même cette tendance baissière qui est accompagnée de la moyenne mobile simple à 100 périodes. Hein, on va s'en approcher de temps en temps. On a même eu des fausses cassures, hein, des fausses alertes à plusieurs reprises. Mais elle tient bon, cette moyenne mobile, qui est une moyenne mobile simple à 100 périodes en données H4. Hein, donc, chaque période, c'est 4 heures. Donc prudence ici, gaz naturel, vous voyez, depuis qu'on a pris connaissance des stocks, le niveau, notre objectif E1 qui était support n'a pas tenu, il a été cassé. Donc ici on pourrait aller chercher les 6.750, on devrait même aller chercher d'un point de vue technique ce niveau-là, c'est le prochain support. Et souvenez-vous, hein, même c'était, ah là je viens de bouger mes retracements de Fibo, il ne fallait pas le faire, c'était, excusez-moi, c'était même la ligne de coup d'une figure en épaule-tête-épaule inversée, une figure qui se formait ici au début du mois de juillet. Donc voilà pour le gaz naturel. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le marché des matières premières. Un coup d'œil sur le marché des changes ici avec là c'est l'USDN, hein, après l'intervention de la BOJ. Je vous le rappelle, une BOJ qui n'est pas intervenue sur le marché des changes depuis 1998. Hein, on comprend cette réaction légèrement pas excessive, hein, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 1998, mais c'était même assez impressionnant
en 5 minutes. Hein. Vous voyez la réaction du marché après cette intervention qui n'était qu'une rumeur hein, à ce moment-là, l'intervention de la BOJ sur le marché des changes. Ceci étant dit, le billet vert, donc le dollar américain ici, en dollars, en données hebdomadaires, on est sur des sommets, on a retrouvé des couleurs, donc ce qui avait permis au gold de se redresser. Donc c'était cette bougie rouge. On est en train de tout effacer à l'heure actuelle. Donc on efface, vous l'aurez compris, sur l'euro-dollar. On efface hein, les tentatives de hausse. On est en train de s'enfoncer, on va marquer un plus bas. Et là, vraiment, on va aller chercher des niveaux que l'on avait abordés précédemment. La chute de l'euro-dollar va se poursuivre. Hein. On est vraiment sur des plus bas pluri-annuels. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre temps. Je vous souhaite un excellent vendredi. Alors oui, petite parenthèse, c'est tout de même une séance importante d'un point de vue des données. Alors pourquoi je n'ai pas les impacts faibles? Je mets tous les impacts. Donc ici, on va prendre connaissance des indices PMI manufacturiers. On va prendre connaissance des données pour la France à 9h15, à l'heure de l'enregistrement ce Good Morning Market, il est 8h57, donc dans un peu plus de 15 minutes. PMI manufacturier à 9h30 de l'Allemagne. Alors je ne sais pas pourquoi ce n'est pas dans le bon ordre. Voilà, donc ensuite on prend connaissance des PMI manufacturiers de la zone euro, ventes au détail au Canada, PMI manufacturiers aux États-Unis, et donc voilà, hein, concrètement, on aura quelques discours de banquiers centraux, dont Jérôme Powell. Donc ça reste une séance qui est tout de même chargée. On avait parlé de ces PMI pour terminer la semaine en beauté, une semaine qui était dominée par les banquiers centraux. Merci à toutes et à tous, bon vendredi, un excellent week-end, et on se retrouve dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.